On continue à parler des marchés sur Boursorama avec cette saison des résultats. On est en plein dedans, qui est quand même, on le sait, on l'a compris, à haut risque, comme à chaque fois, vous me direz, pour les investisseurs. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Comme à chaque fois, on se dit que s'ils sont bons, eh ben voilà, ça sera un catalyseur et les marchés pourront aller plus haut. Et s'ils déçoivent, on se dit, au rebond, il va faire long feu. Bon, comment ça se passe pour l'instant alors? Bien. Ouais. Ah ouais. On a dit que c'est tout en revue à la baisse. Les résultats sont tout le temps revus à la baisse. Ils l'ont été effectivement beaucoup. C'est facile quand c'est souvent revu à la baisse d'ailleurs d'être content. L'effet de ravissement derrière, des résultats, des ventes supérieures aux attentes. Alors les marges sont aujourd'hui un petit peu, elles sont un peu sous pression. On parle aux États-Unis ou en Europe là? Les deux. En général, d'accord. Absolument. Et donc, allez-y, ouais. Alors, marge un petit peu sous pression, des profits supérieurs aux attentes, mais les attentes, on en fait ce qu'on veut, bien sûr. Donc là, on a plutôt eu des bonnes surprises du côté des banques. Avant qu'on parle de ça, donc en gros, on n'a fait que réviser à la baisse. Enfin, les analystes ont révisé à la baisse les estimations de croissance bénéficiaire, de profit, de bénéfices à venir. Ouais. Et maintenant, on fait un peu mieux. Mais alors, on a tellement révisé à la baisse qu'on est content de faire un. C'est un classique. À chaque trimestre, on sait très bien que les attentes sont minorées de façon à ménager cet effet de ravissement. Et ce qui fait qu'on est arrivé à cette situation ubuesque où 80% des résultats sont supérieurs aux attentes. Donc, on va de nouveau avoir probablement autour de 80% de résultats supérieurs aux attentes. Aux attentes qui sont 2, parce qu'il y a plein de chiffres qui sortent, c'est 5-6%. Et c'est quoi? De croissance? Non, plutôt 7, malgré tout. Mais c'est ce qu'on dit, il y a un effet de base par rapport au trimestre correspondant de 2017. Quatrième trimestre 2017. Et voilà. Quatrième trimestre 2018. Donc pour l'instant, on a des surprises plutôt plus spectaculaires qu'attendues. Voilà, pour dire les choses. Plutôt spectaculaires qu'attendues. C'est-à-dire qu'on a eu des résultats de banques, notamment Goldman Sachs. Les banques américaines. Bien supérieur aux attentes. On attendait, après un très mauvais quatrième trimestre 2017 chez Goldman, qui s'était soldé, je crois, par une perte de 5,5 $ par titre, on s'attendait à ce qu'ils aient, cette année, récupéré ce terrain perdu. On attendait 5,60 $. On est à 7,5 $. Enfin, c'est pour dire que là, on était très, très loin des attentes. On a eu de très, très bonnes surprises également dans les semi-conducteurs, chez Xilinx notamment, Lam Research, etc. Des ventes beaucoup plus étoffées qu'attendues. Et pourtant, les marchés avaient complètement liquidé leurs positions sur les semi-conducteurs. Ça a été un jeu de massacre, largement imputable d'ailleurs à la révision des attentes sur Apple. On s'est dit, si le géant Apple annonce 10% de réduction de ses objectifs, qu'en sera-t-il des autres? En fait, on n'a pas bien pris en compte que les ventes restaient soutenues sur les autres fabricants chinois, coréens et dans une moindre mesure japonais. Donc ces résultats-là, très très brillants sur tous les fabricants de semi-conducteurs et également ceux qui fournissent les machines qui permettent de fabriquer des semi-conducteurs, ou ceux qui vendent, on va dire, la logique qu'il y a dans les puces. Je pense notamment donc à Lam Research. Ce sont... ST Micro a bondi aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Pourtant, ils n'ont pas eu de bons résultats, si je me trompe. Ils n'ont pas fait une annonce négative, je ne me souviens plus là tout d'un coup. Supérieur aux attentes. Supérieur aux attentes. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Cette vigueur des ventes des fabricants de semi-conducteurs, de machines, etc. Le premier demandeur au monde, c'est la Chine, parce que ce sont d'abord des assembleurs, les Chinois, on le sait, mais on avait sous-estimé probablement la demande chinoise. Donc ça nous dit quelque chose aussi sur l'économie chinoise. Elle ralentit certainement du côté de l'immobilier, elle avait ralenti du côté de l'automobile, et ça reste quand même très très soutenu du côté de l'électronique. Voilà. Donc ça nous brosse en creux un portrait des économies qui n'est pas inintéressant quand même. Ouais. Avec, un petit focus, pas de côté, pardon, sur la France. Carrefour, Casino, comment ça s'est passé l'impact? On s'est souvent posé la question de l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur leur activité. Pour l'instant, il n'y a pas de stress? Oui. Alors, le pouvoir des Gilets jaunes me paraît pour l'instant assez limité. Enfin, la nuisance qu'on avait
totalement, on avait gonflé ça, on avait des discours catastrophiques, complètement outranciers. Il faut voir le commerce de proximité, là. Il y a encore une fois Et voilà. Carrefour, Donc on Casino. voit que les très très grands comme Carrefour, Casino, moins Auchan et moins Leclerc, qui ont peu de surface en centre-ville, effectivement, la baisse des achats, on va dire autour de 2,5% en zone périurbaine, voire très très largement périurbaine. Ceux qui avaient des petites surfaces centre-ville s'en sont bien tirés, puisque les ventes en centre-ville ont augmenté en moyenne de 3,5%, ce qui a compensé la baisse de 2,5% en périphérie. Mais une baisse qui a été surtout centrée sur le mois de novembre, qui était déjà beaucoup moins visible et évidente au mois de décembre. Et la grande surprise, c'était qu'on s'est dit, avec les gilets jaunes, ma foi, les gens, s'ils ne peuvent plus sortir de chez eux ou dépasser le prochain rond-point, ils vont commander par Internet. Et là, la grosse surprise, c'est que ça n'a pas été le cas. Ouais. Alors évidemment, là on parle de ce qui est passé, mais c'est intéressant parce qu'on voit que globalement le message pour l'instant, on est en pleine saison, encore une fois de publication, c'est que ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, c'est ce qui est venu alimenter la hausse et le rebond des marchés, mais il y a du lourd à venir. On a Apple demain, LVMH, je crois que c'est demain aussi, il y a du lourd qui va venir. Oui, bien sûr, les résultats de LVMH vont nous dire à nouveau quelque chose sur la croissance chinoise. Ça nous dira quelque chose aussi peut-être sur les effets de change, mais surtout la demande chinoise. Moi, je regarderai aussi beaucoup la demande américaine, voir quels sont les chiffres réalisés aux États-Unis. En ce qui concerne Apple, évidemment, maintenant, on a noirci le tableau à dessein. Alors, est-ce que demain, ils ne vont pas nous annoncer quelque chose qui va nous rassurer? Mais enfin, ce qu'on attend surtout d'Apple demain, c'est qu'ils confirment leur plan de rachat d'actions, leur buyback, probablement de 100 milliards en 2019, autant qu'en 2018. Et je dirais que ça, c'est aussi un des enjeux des trimestriels qu'on découvre au fur et à mesure. Aux États-Unis, vous voyez les chiffres sortir, vous avez le titre qui fait un petit quelque chose, et d'un seul coup, ils annoncent le montant des rachats, et là, poum, vous avez le titre qui décale de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on attend effectivement de voir à quel point les entreprises vont demeurer aussi, pas généreuses, mais aussi proactives dans cette stratégie de réduction, d'assèchement du papier en circulation. Car si 2019 est une année un petit peu grise, si les entreprises poursuivent les stratégies de 2018, c'est tout bénef pour les actionnaires. Ça sera absolument tout bénef. Donc voilà, ça c'est un des enjeux des trimestriels. On pardonnera éventuellement. On ne parle pas assez d'ailleurs. Hein. On se focalise tous sur chiffre d'affaires, marge, bénéfices, éventuellement guidance, mais pas sur cette partie-là. Pour moi, elle est absolument fondamentale. Alors, en 2018, il y avait eu plus de 1000 milliards de buybacks annoncés grâce au rapatriement de ce que j'appellerais, moi, la fraude fiscale, l'amnistie aux États-Unis. Alors, sur 1000 milliards annoncés, il y en a eu 800 milliards d'exécutés. C'est-à-dire qu'on a vraiment racheté. C'est colossal. Colossal. C'est un record d'ailleurs, je pense. Voilà, ça dépasse pas 2007. Que 2019 soit aussi puissant que 2018. Alors, ce qui fait qu'en fait 2007 devient vraiment, ou 2017 revient, c'est 2 années en 7 qui deviennent vraiment des références, parce que 2007 c'était la référence en matière de dividendes distribués en France, puisqu'on était autour de 54 milliards, on est à 54 milliards 7 cette année, et en termes de rachat, on avait aussi battu des records en 2007, et pour les dividendes en France, c'était également 2017. Donc voilà, on est sur 2 références historiques, l'année 2017 et l'année 2007. Et on va certainement beaucoup comparer par rapport à ça. Donc ce sera un des vrais enjeux de la saison des résultats en cours, encore une fois, les rachats d'actions. Et 2007, évidemment, était une année de très haut de cycle. Et 2017 était une année finalement où la croissance en Europe et aux États-Unis a atteint finalement son maximum. On voit que ça a beaucoup ralenti déjà fin 2018. La France crée peu d'emplois et les entreprises investissent de moins en moins. Et ça, à nouveau, ça alimente l'espoir que les rachats de titres vont être très massifs, parce que si les entreprises n'investissent pas, eh bien, elles vont bien sûr consacrer. Rendre l'argent, comme on dit. Elles vont rendre l'argent, exactement. Bon, en tout cas, la saison pour l'instant des publications de résultats se passe bien. C'est le message qu'on voulait faire passer pour l'instant. On a plutôt des bonnes surprises, si j'ai bien compris. Hein. Absolument. Bon, ben voilà. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ben, on aura des réponses dès demain avec LVMH et avec Apple. Merci beaucoup, Philippe Béchat, donc rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci.